copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Julien. Bonjour. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, notre super-héros de la balance micro, celui qui maîtrise la console, combat les larcènes et œuvre au confort de vos douces oreilles. Bonjour Alain. Salut Clémence. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, direction le monde merveilleux de Disney. Non, pardon. Direction le monde merveilleux de Marvel, avec Black Widow, le premier film de la 4e phase du MCU, le Marvel Cinematic Universe. Petit récap, si vous ne savez plus où on en est, la phase 3 s'est terminée à l'été 2019 avec Spider-Man Far From Home, qui se déroulait quelques mois après le combat final entre Thanos et les Avengers. Pour cette nouvelle phase, donc, focus sur le personnage de la Veuve Noire, Natasha Romanoff au civil, incarnée depuis 2008 par Scarlett Johansson. Avec un petit twist, si vous avez bien suivi la saga du MCU, vous savez que Black Widow est morte dans Endgame en se sacrifiant pour récupérer la pierre de l'âme, une des Infinity Stones. Le récit du film Black Widow se déroule donc avant tout ça, plus précisément entre Captain America Civil War et Avengers Infinity War. On y reviendra sans doute plus en détail dans l'émission. Dans ce préquel réalisé par Kate Shortland, Natasha se fait rattraper par son passé d'espionne russe et renoue avec ses anciens partenaires pour déjouer une conspiration de grande ampleur. Tourné de mai à octobre 2019, Black Widow est prévu à l'origine pour une sortie au printemps 2020. Il est reporté 4 fois pour finalement débarquer en salle ce 7 juillet. L'industrie cinématographique étant toujours très affectée par la pandémie, le film est aussi proposé dans certains pays en achat numérique via le programme Accès Premium de Disney+. Alors, on le sait, comme le personnage de Black Widow est mort dans Endgame, on ne le reverra pas dans les prochaines productions Marvel, ou en tout cas pas de son vivant. Mais est-ce que ce barou d'honneur était à la hauteur ? Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ce serait quoi ? Julien ? Systémique. Systémique. Sur place. Ça part bien. Ça part bien. Vous allez nous expliquer tout ça. Alors Julien, à toi l'honneur. Bah écoute, en fait, c'est vrai que comme tu l'as rappelé, on est dans une phase intéressante de Marvel, puisqu'on était maintenant habitué à avoir un film environ toutes les 25 secondes, et on est arrivé où il n'y en a pas eu depuis 2 ans. Et il devait lancer la phase 4 avec ce film, et il bénéficie, en tout cas aux États-Unis, un peu moins en France, mais il bénéficie d'un espèce de gilet pare-balles critique qui fait que tous leurs films sont appréciés à la fois des critiques et du public. Et il y a une vraie question qui se pose avec cette relance de la phase 4, d'autant qu'en fait, du coup, la phase 4, elle s'est lancée avec les multiples séries télé, puisqu'on en a déjà eu 3, et qu'on se retrouve avec un film qui est, entre guillemets, à la bourre. Mais il est à la bourre pour plein de raisons, en fait. Il n'est pas seulement à la bourre parce que il sort très en retard, il est à la bourre aussi parce que c'est quand même quasiment la seule Avengers qui n'avait pas eu son film à elle, avec le Faucon, que c'est un film qui a été réclamé par les amateurs du MCU à tort et à travers, en disant bah écoutez les gars, pourquoi pas, on sait en plus que le traitement féminin chez Marvel, ça a été un vrai souci pendant longtemps. On pense notamment à l'affaire des jouets. Alors on rappelle rapidement, ils avaient tous droit à leurs jouets, sauf elle. Sur l'affiche d'Avengers, sous prétexte que les personnages féminins ne vendent pas en fait. Voilà. C'était le prétexte utilisé par Marvel en haut lieu, quoi. À l'époque, pas si lointaine, mais à l'époque quand même. Et en 2012, fin 2012, début 2013, à sa sortie en Blu-ray, ça avait aussi fait on en avait rajouté une couche, puisque l'affiche, la couverture du Blu-ray anglais l'avait enlevé de l'affiche pour bénéficier tout le reste du cast. Donc, ça, c'était à la bourre aussi à ce niveau-là, ça n'aidait pas vraiment. Et puis il y a un troisième à la bourre, qui est peut-être celui qui nous intéresse le plus, enfin je crois, c'est que, au-delà du film, que le film arrive trop tard,
qu'est-ce qui définit une préquelle ? Alors, j'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses, mais je vais en donner une en tout cas. C'est de dire, tout l'intérêt d'une préquelle, c'est soit dans le film principal, dans la narration principale, ça avait été préparé, et donc on a envie de voir cette histoire-là, parce qu'on fait qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Ça, c'est l'option 1. Et l'option 2, c'est d'informer ce qu'on sait déjà du personnage. Quand on a vu le nouveau film, on se dit, c'est super, maintenant je comprends mieux pourquoi ce personnage agissait comme ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi elle a fait ce sacrifice. Ça lui donne une profondeur supplémentaire. Voilà, ça, une profondeur et une grille de lecture. Et moi, je trouve que ce film, aujourd'hui, échoue à tous les niveaux là-dessus. Mais vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que il y a, pour le résumer, je dirais que ça aurait pu être un chapitre superbe de l'histoire de Natasha Romanoff, en tout cas pour les amoureux du MCU. C'est une note de bas de page. Si ce film n'existait pas, ça ne changerait rien à notre appréhension du personnage. Et je trouve ça très dommage. Ouais, alors sur place, parce qu'effectivement, pour toutes les raisons que tu as avancées, et surtout l'idée que lancer une phase 4, on va dire, c'est-à-dire après ce qui s'est passé dans Endgame, et où est-ce que est censé aller le MCU, si tu veux, bah ça fait juste, et là je compte vraiment le Faucon et le Soldat de l'hiver, je crois, c'est ça. Je compte WandaVision un peu, et je compte donc... alors Loki, j'ai pas regardé, mais d'après ce que j'ai compris, c'est encore un truc de... Comment t'appelles ça, entre faux retcon en fait, c'est-à-dire en fait d'histoires parallèles en fait dans un monde parallèle sur des événements qui auraient pu arriver avec encore un personnage qui est censé être mort aussi, hein, le personnage de Loki, il meurt au début d'Infinity War si je dis pas de bêtises, et de se dire en fait tout bêtement se reposer sur ses acquis et ne pas juste avancer sur ce qu'ils sont censés avancer. C'est-à-dire que là, ça fait quand même 3 séries qui ressemblent à des films, un film qui ressemble à une série, comme pour moi tous les films Marvel à la base, et on est encore en train de discuter et de parler de ce qui se passe avant tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ou tout juste après ce qui se passe avec Endgame et tout, quoi. Et effectivement, bah, t'as un peu tout dit hein, sur ce point-là. Le souci, en fait, de ce film, c'est que il arrive avec cette espèce de volonté de racheter le personnage à travers... c'est-à-dire, c'est pas tant, en fait, la profondeur que les mecs apporteraient à Natasha Romanoff, en fait, si tu veux, vis-à-vis de comment elle est traitée dans le MCU et comment ça pourrait donner une autre lumière, c'est une manière plutôt de retcon leur vision du personnage, c'est-à-dire de la rendre presque... Allez, peut-être que le terme est mal choisi, mais virginal, en fait, si tu veux, avec sa tenue blanche face aux autres Black Widow qui sont noirs, tu vois, et en fait, de dire, regardez, cette femme, elle a été, libérée du joug, parce que c'est tout l'enjeu du film, c'est tout le sujet du film, en fait, du joug, en fait, du méchant patriarche russe qui la maintient sous contrôle et qui l'empêche d'avoir un libre arbitre, tu vois, et que comme elle s'est libérée elle-même, sa sœur est libérée aussi, et d'un seul coup, paf, tu vois, tu te retrouves à libérer toutes les autres Black Widow. Et c'est cette histoire-là, en fait, qu'on raconte, qui a très peu de rapport avec le reste du MCU, hein, fondamentalement, à part le personnage principal. Je parle vraiment de MCU de façon ce machin, mais en fait, qui a quand même un rapport avec l'image de Black Widow telle qu'elle est représentée. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que même Scarlett Johansson en a parlé, c'est-à-dire qu'elle dit ouvertement oui, alors à l'époque d'Iron Man 2, la façon dont j'ai été montré, c'était un peu trop sexualisé, un peu trop machin. Alors déjà, faut s'entendre sur ce que ça veut dire sexualisé, si tu veux, parce que ça restait quand même des films pour enfants, hein, et d'un seul coup, c'est pas Sharon Stone dans Basic Instinct non plus, faut pas déconner. Ensuite, le truc, en fait, non mais, je veux dire, le costume en cuir, elle le porte là aussi, hein, donc fondamentalement, avec les formes et tout ça, donc bon, on va pas dire le contraire, oui, tu mais vois, c'est ça fait partie du personnage. Avec peu d'épaisseur et peu d'enjeux. Mais... Et surtout, elle est représentée, quand tu la regardes sur les affiches, en fait, si tu veux, moi, ce qui m'a toujours fait marrer, et ça nous fait marrer entre nous, entre potes, tu vois, si tu veux, parce que tu te dis, mais les bourrins, les beaufs, quoi, tu vois, etc., c'est que tu te retrouves avec tous les personnages face, tu vois, sur les affiches face, et là, vous pouvez vérifier, c'est quasiment sur toutes les affiches où elle est, jusqu'à au moins Avengers, on va dire, le deuxième, tu vois, ou un truc comme ça, ou Captain America peut-être, c'est-à-dire ils sont tous représentés face, tu sais, ils regardent tous face, tu vois, droit, et elle est de dos en fait pour montrer ses fesses, tu vois, avec généralement une explosion juste à côté, comme une manière de signifier qu'elle a peut-être le feu au cul, quoi, tu vois, ce qui est quand même un truc, si tu veux, j'interprète un petit peu, bah, j'interprète, mais en même temps, si tu veux, les lois du marketing, tu vois, où on essaye de te vendre en fait, si tu veux, un
sais pas, un rasoir avec un Mac 3, tu vois, avec un jet qui va Mac 3, tu vois. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je veux bien interpréter, mais enfin, je peux être aussi littéral que, quoi, tu vois, et aussi con que, dans ce genre de logique. Et ce que je voulais dire, excuse-moi pour terminer par rapport à ça, c'est juste que, tout bêtement, en fait, si tu veux, d'un seul coup, leur idée, c'est de représenter le personnage sous cet autre angle, tu vois, dans une histoire où eux-mêmes se rachètent une conduite, si tu veux. Et où ils se moquent même des poses qu'elle peut prendre à travers le personnage de sa sœur. Qui va la remplacer apparemment si on suit le comment dire la note de bas de page en fin de générique, tu vois. Ouais, et voilà, je sais pas si tu l'as vu du coup. Oui, on a l'habitude maintenant. Voilà. Globalement, je suis un peu plus client du MCU que le reste de l'équipe de capture, même, je crois qu'on peut dire. Et donc, en fait, la sexualisation du personnage, par exemple, c'est quelque chose qui, moi, ne m'a jamais gêné. Puisque, non, mais moi, ça me gêne pas non plus. Fondamentalement, ça fait partie du personnage. Et je trouve que, par exemple, dans le film que tu adores, Avengers, de Joss Whedon, que tu adores aussi, il y a cette scène où, en fait, on montre bien que Natasha Romanoff, elle se sert de sa sexualité, et que tous les mecs qui pensent se servir d'elle, c'est elle qui se sert d'eux. Et moi, ça, je trouve que c'était plutôt intéressant. Bien fait, pas bien fait, je sais que tu penses du côté pas bien fait, mais plutôt intéressant. Donc la sexualisation, pour moi, c'est un non-discours, quoi. C'est un non-discours, mais j'en parle précisément pour une raison, c'est-à-dire qu'en fait, elle est sexualisée comme fondamentalement Chris Hemsworth ou Chris Evans sont sexualisés. Alors, non, mais attends, différemment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même ce truc où ces mecs-là, en fait, ou que ce soit même Chris Pratt dans Les Gardiens de la Galaxie, sont obligés d'avoir une carte de muscu pour aller se mettre. Eux ont eu des vrais films. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais quand tu dis vrai, tu t'avances. Pardon. Non, mais c'est pas toi qui es censé te défendre. C'est vrai, tu as raison. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, si tu veux, c'est que fondamentalement, c'est le fonctionnement de Marvel. Et en fait, d'un seul coup, parce qu'on leur met leur travers dans la gueule, aujourd'hui, est-ce que c'est comment dire, c'est le discours du moment. En fait, les mecs essayent de se racheter une conduite et c'est quasiment la seule raison. Parce que la vraie, fondamentalement, ils se sont fait damner le pion par. Enfin, moi, le film, je trouve horrible, mais ils se sont fait damner le pion par Wonder Woman chez DC, tu vois, et qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte du carton que c'était, ils se sont rendus compte du carton critique que c'était, et du coup, ils se sont dit, bon, bah, on va peut-être le faire, ce film, parce que ça fait juste 7 ans, 8 ans qu'on l'a dans le pipeline et qu'on le fait pas, tu vois, et qu'on a toujours trouvé une raison de merde pour pas le faire, tu vois. C'est-à-dire que Kevin Feige en parlait dès 2014, et en même temps, à chaque fois, il y avait une bonne raison, il y avait autre chose au programme qui devait passer en priorité. Voilà, et en fait, le truc par rapport à ça, c'est que, donc, pour moi, je le vois sous cet axe-là. Maintenant, si on parle du film à proprement parler, faisons ça. Voilà, il y a quand même, en fait, une autre problématique, en fait, pour moi, qui est liée au truc, c'est que c'est un film, en fait, qui n'a, à part le fait que, et là, donc, on a spoilé comme des cochons, donc pour ceux qui n'ont pas vu Endgame, à part le fait qu'elle soit morte, tu vois, Black Widow, je veux dire, ça pourrait se passer après Endgame. Je veux dire, littéralement, parce que, en fait, fondamentalement, on s'en fout de la timeline du truc et à quel moment ça débarque, c'est-à-dire que à 3 détails près. Le début du film quand même, c'est qu'elle est en cavale parce que après Civil War, elle s'est rangée du côté de Captain America. Ce que tu dis est juste, mais en fait, imagine qu'au lieu d'être en cavale, elle soit devant sa télé. Ça change pas du tout le reste du film. Et surtout, c'est vrai qu'elle pourrait n'avoir aucune raison de se planquer. Et surtout, en fait, personne la remarque. C'est ça le problème. En fait, moi, c'est que quand on regardait le film, quand on a vu le film en projo, c'est ce que je me disais. En fait, je me disais, mais en fait, ils vont le traiter à un moment donné, le fait que peut-être il va y avoir une menace supplémentaire avec les gens qui la cherchent, comme on serait présenté au début, tu vois. Non. Et donc, du coup, en fait, fondamentalement, c'est encore un de ces films où... Pourquoi je dis sur place ? Je dis sur place parce que ça ne fait pas avancer la phase 4, en vrai. Ça, c'est juste, en fait, c'est un avant-goût, on va dire, c'est un appetizer, tu vois ce que tu veux, comment dire, un apéritif, en fait. Voilà. Ouais, ça fait patienter en attendant que la phase 4 se lance pour de vrai. Voilà, et alors pour de vrai, quand est-ce que ça va être, on va voir, parce que, ou pas, tu vois, parce qu'en fait, fondamentalement, il faut voir à quoi il va servir. Moi, j'en sais rien, je sais pas le truc. Ça reste intéressant, ça reste intéressant, parce que, bon, qu'on soit amateur ou pas de Marvel, il faut quand même reconnaître qu'ils ont inventé quelque chose de relativement unique, qui est cette espèce de série de 23 films, 24, 25, 26, 27, qui ne s'arrêtent jamais, et où ils maintiennent un intérêt chez les gens. Et moi, je suis vraiment curieux de savoir combien de temps cet intérêt va se maintenir, puisqu'il est évident que, en tant qu'être humain, on est tous les mêmes. On essaie de s'en défendre, mais par contre, on adore brûler nos idoles. Donc, il y a un moment où Marvel va prendre plus cher que ce qu'il mérite, parce qu'ils ont eu un succès insolent jusqu'à maintenant. Et c'est une vraie question aujourd'hui. Moi, j'avoue que, même en étant plus client que vous,
toutes les bandes annonces des derniers Marvel m'ont fait juste bâiller poliment en me disant ça ne m'intéresse pas. Mais ça veut pas dire que c'est le cas des 2 milliards de gens qui vont voir ces films-là. Bah, apparemment, en tout cas, il a eu un très bon démarrage en France depuis sa sortie, depuis mercredi, quoi. Et en fait, c'est même probablement le meilleur. Bon, ça veut pas dire grand-chose, hein, vu que les cinémas étaient fermés jusqu'en mai. Mais en fait, le meilleur démarrage depuis le début de l'année. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment pas étonnant. C'est aussi le premier blockbuster depuis le début de l'année, donc voire depuis plus d'1 an. Et ce que je voulais dire par rapport à Sur Place, c'est que moi, en fait, la problématique de cette formule du MCU, c'est que justement, en fait, c'est des formules qui mettent un pion à chaque film, c'est-à-dire un petit pas en avant. Tu vois, à chaque fois, et en fait c'est pour ça que ça prend 3 fois tout le temps pour moi, et qu'en fait si tu veux à un moment donné j'arrive plus, les enjeux ils sont dilués un peu partout, et là les enjeux ils sont dilués dans l'idée que effectivement tu es pas en train de regarder un film où tu te dis putain je sais qu'elle est morte, donc en fait comment ça va être traité, est-ce que ça va apporter une plus-value émocionnelle? Jamais. Mais ça, parce qu'il pourrait très bien en faire un, il pourrait faire la Black Widow 2 et le faire juste après, tu vois. C'est un point que je trouve passionnant chez Marvel, et là pour le coup pas de façon très positive, et c'est pour rebondir sur ce que tu dis, c'est ce côté fuite en avant. C'est-à-dire qu'on nous dit, on fait ce film clairement en retard, puisque le personnage est déjà mort. Et ça, donc, en fait, je pense, je peux me tromper, mais je pense que les gens qui vont voir ce film veulent l'apothéose de ce personnage-là. Un moment fort, un moment où tu fais, oh, putain, elle va nous manquer, merde, quoi. Et au final, ce que tu as, c'est la fuite en avant habituelle, puisque c'est un double film où on n'oublie pas de te dire, bon, alors, il y a Natasha, c'est cool, mais regarde la nouvelle, parce qu'elle est quand même vachement cool, elle est au moins aussi cool, si c'est pas plus cool. Et tu fais, mais pourquoi maintenant? Pourquoi dans ce film-là? Pourquoi vous pouvez pas vous retenir? Oui. Est-ce que c'est pas le film de Yelena Belova plutôt que de Natasha Romanoff? C'est un peu les deux. En tout cas, pour moi, la question se pose vraiment. Et je vais même vous dire un truc peut-être un peu étonnant, mais je trouve que le sujet du film est passionnant. Mais honnêtement, profondément. Je sais pas si vous avez vu la série qui s'appelle The Americans. Excellente série au demeurant. Si vous ne l'avez pas vue, jetez-vous dessus, vous ne le regretterez pas. Dans The Americans, ça part d'un événement historique qui existe vraiment, qui est de dire, il y a eu des Russes qui ont été envoyés aux États-Unis en tant que couple, alors que 2 semaines avant, ils ne se connaissaient pas, pour vivre comme des Américains. Et ces gens-là, des espions. Et qui étaient des espions. Et ces gens-là, pour vivre comme des Américains, ils ont eu des enfants, donc du coup, qui, même s'ils sont tous les deux de parents russes, sont américains, sont nés en Amérique, etc. Et la série traite de ça. Et ce que raconte, ce que pourrait raconter le film, le sujet Black Widow, c'est bel et bien de dire, mais en fait, l'enfant qui est né aux États-Unis, cette famille qui n'était pas vraiment la sienne, mais en fait, il a grandi en pensant que c'était la sienne et il s'est construit là-dessus. Et du jour au lendemain, on lui a dit, non, ton père, c'est pas ton père. Ta mère, c'est pas ta mère, et ta sœur, c'est pas ta sœur. C'est un sujet en or massif. Il y a de quoi faire un film incroyable avec ça. Vraiment. Sauf qu'effectivement, et là, tu vois, on rentre dans la logique de la façon de traiter cette famille, tu vois. Ce qui, moi, déjà, me pose un énorme problème, c'est qu'en fait, moi, je veux bien en fait qu'on utilise le personnage de Black Widow pour dire, ok, vous savez quoi, en fait, maintenant, on va arrêter de la traiter comme un objet sexuel. Même si, encore une fois, pour moi, c'est très relatif. Hein, en fait, au bout d'un moment, la façon dont c'est fait, parce que ça reste quand même extrêmement chaste, hein, tu vois. Mais en plus, le truc, si tu veux, c'est que on va peut-être la traiter comme une adulte, du coup. Et en fait, là, tu tombes dans le truc où tu fais non. On la traite pas comme une adulte parce que t'as cette scène où ils sont à table et ils se mettent à discuter tous les 4, tu vois. Et d'un seul coup, en fait, tu te retrouves à la famille recomposée et ça devient des gags. Alors, je sais qu'on a beaucoup tapé sur l'humour de Marvel, mais le problème de l'humour de Marvel, pour moi, c'est que c'est un humour... C'est pas le problème de l'humour, c'est un humour désacralisateur. C'est-à-dire, et quand je dis désacralisateur, c'est pas forcément vis-à-vis uniquement des personnages, mais vis-à-vis de la narration. C'est-à-dire, il faut que rien ne soit vraiment trop dramatique, trop machin. Et le problème, en fait, c'est que... alors, je ne sais pas si c'est la vision que Marvel a de ses propres spectateurs, tu vois, et qui se dit on va se mettre à ce niveau-là, tu vois. Mais en fait, en gros, tu te retrouves avec 2 personnages qui sont le père et la mère, si tu veux, qui grondent des enfants qui se comportent comme des enfants, alors qu'ils sont adultes. Et du coup, tu te dis, mais en fait, moi, j'aurais aimé que les vrais nœuds problématique que tu avances, tu vois, justement, en fait, dans ce schéma, dans ce que ça raconte, et qui est lié quand même à la scène d'ouverture, parce que c'est vraiment un truc qu'on te montre dans la scène d'ouverture, le moment où ils sont arrachés à leur racine de substitution. Donc le début du film, juste pour replacer dans le contexte, c'est que donc cette famille factice est aux États-Unis, dans l'Ohio. Natasha est encore toute petite, sa petite sœur Yelena est encore plus jeune, et
les parents sont découverts, leur couverture a sauté, et donc ils doivent s'enfuir, ils prennent un avion et ils retournent, ils vont à Cuba pour s'exfiltrer. Voilà. Et à partir de là, la famille est démembrée, séparée, puisque chaque parent retourne à son boulot d'espion ailleurs, sur une autre mission. Et la jeune Natasha et la jeune Yelena sont séparées aussi, et sont élevées Élevés et entraînés. Ouais, entraînées dans la chambre rouge. Endoctrinés d'ailleurs. Endoctrinées dans la chambre rouge. Et c'est là où elles sont formées à devenir des tueuses. Les veuves noires. J'ai un petit quiz pour vous, mais vous connaissez sans doute la réponse. Qui joue la jeune Natasha Romanoff ? C'est la fille de Mila Jovovich. Ouais. Et c'est de Mila Jovovich et Paul Anderson. Et alors, si vous savez à quoi ressemble Paul Anderson, vous n'aurez pas de doute en voyant Ever, puisque c'est son portrait craché quand même. Hein. Mais enfin, en tout cas, le truc, en fait, si tu veux, c'est que donc quand je pointais cette chose du doigt, c'est que effectivement, c'est censé être un des points en fait d'ancrage, un des enjeux narratifs et un des enjeux émotionnels, en tout cas, du film. Et en fait, c'est bazardé dans un truc où on te dit, bah, de toute façon, c'est des ados attardés en fait, ces personnages-là. Et c'est un problème parce que d'un seul coup, tu regardes un personnage qui a 10 ans, on va dire, dans le MCU. Je parle même pas de personnages qui existent dans le comics. Hein. Elle a 10 ans dans le MCU, passons sur l'autre, tu vois, qui vient de débarquer dans le truc et qui va probablement prendre la relève hein, dans la phase 4. Le truc, c'est que tu te dis, mais en fait, ça lui arrive d'être plus mature dans d'autres films, tu vois, et pourtant je sais pas, tu vois, enfin les personnages de Marvel, c'est pas des monstres de maturité, si tu veux. C'est pour ça en fait que, en ce qui me concerne, j'ai utilisé le mot systémique. En fait, ce sont des mots qui se rejoignent un petit peu. C'est parce que je vous ai dit ce que je pensais de l'idée du sujet, que je le trouve absolument brillant. Mais il y a aussi une autre façon de l'envisager qui est l'explication de la différence entre une screen story et un screenplay. Puisque si vous regardez le générique du film, on a bel et bien une screen story qui a été écrite par deux personnes, dont la showrunner ou showrunneuse, je sais pas si ça de Vendavision. Et ensuite, il y a eu le script qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Ça veut donc bien dire que les premiers ont inventé l'histoire et que le second a transformé cette histoire en un shooting script, donc un script qu'on peut tourner. Et c'est là que tu vois le systémique, c'est-à-dire que tu as un sujet en or massif et ensuite on met la couche Marvel. Et cette couche Marvel, c'est cet humour désacralisateur dont tu parlais, qui est terrifiant. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est dans le film qui est déjà pas bon du tout, et au moins tout le monde s'accorde à le dire, donc on vexera moins de monde, Thor 2. Dans Thor 2, il y a un moment où on nous explique qu'il y a le Dark Teletubbies qui arrive sur Terre pour globalement faire exploser, en tout cas détruire la Terre ou la coloniser, je me souviens plus exactement. Et il met une mandale ou un truc comme ça à Thor qui se fait éjecter 250 km plus loin et il revient en métro. Et il y a un plan trois stations. Et il y a un plan sur lui en métro qui sourit à son voisin. Et la désacralisation, c'est exactement ça. C'est de dire, nous sommes en train de vous parler de la fin du monde, mais c'est un petit peu sérieux quand même. Hein. Donc on va balancer une blague, non pas pour détendre l'atmosphère, mais pour désamorcer les enjeux. Et c'est là que le côté systémique de Marvel se fait sentir, et de plus en plus maintenant, il est évident que ça plaît. Ça ne nous plaît pas fondamentalement à nous, mais ça plaît, cette façon de raconter là. C'est vrai qu'il y a un moment, on parlait de ce moment où toute cette famille est réunie dans ce chalet, et il y a cette scène à table, et juste après, c'est effleuré, il y a une engueulade, et Yelena et le père, qui est une espèce d'ersatz de Captain America version russe, se retrouvent dans une chambre, et elle se met à pleurer, et il y a de l'émotion qui commence à effleurer, et tout de suite, ça s'est zappé par une grosse blague. Ouais. C'est non seulement ça, mais le personnage est une grosse blague. C'est-à-dire qu'en fait, il est pas présenté comme ça au tout début, le personnage du comment dire, le Red, c'est quoi le Red Guardian. Ouais, Red Guardian, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, si tu vois, alors bon, moi j'ai envie de dire, tu vois, Captain America, c'était à peu près le seul perso où je comprenais à peu près son arc, tu vois, si tu veux, et je voyais où ça voulait aller, avec des moments effectivement de désacralisation aussi. Par exemple, tu vois, dans Avengers Endgame, quand t'as l'autre qui lui dit c'est le cul de l'Amérique, tu vois, quand il voit le cul de Captain America, où t'es là, tu fais ok, super. Là, en fait, si tu veux, c'est le gros bidabière de la Russie, quoi, l'autre, tu vois, parce que le truc, si tu veux, c'est qu'ils passent leur temps. Et alors, la vision de la Russie, pour moi, dans le film, elle est juste hallucinante. C'est-à-dire que elle est très, très impérialisme américain. Voilà, et elle est hyper gênante parce que, en fait, pour moi, c'est là où, en fait, elle génère un truc qui me
pose problème en fait dans l'hypocrisie générale, parce qu'il y a une hypocrisie en fait là-dedans. C'est-à-dire que l'hypocrisie, à mon sens, de Marvel vis-à-vis du personnage de Black Widow, c'est de dire en fait, on a objectifié le personnage, tu vois, pendant des années, mais là on s'excuse, tu vois, mais c'était pas nous en fait. C'était les Russes, tu vois, parce que en fait fondamentalement c'est eux qui contrôlent la femme, tu vois, c'est eux qui ont un machin, tu vois, et nous on a compris, on a appris la leçon, donc ça peut pas être nous, tu vois, et donc le patriarcat, c'est le patriarcat russe d'un seul gars en fait, si tu veux, qui soumet même sa fille, tu vois, donc le truc, si tu veux, c'est que là t'en arrives à un truc où tu as envie de leur dire, les gars, en fait ça fait vous vous faites damner les pions, vous vous rendez compte que vous pouvez faire du pognon avec des personnages féminins, tu vois, d'un seul coup, vous dites, ah putain, en fait, ça peut marcher, tu vois, donc d'un seul coup, vous lancez Captain Marvel, vous lancez machin, etc., pour en plus en faire un peu n'importe quoi, parce que Captain Marvel, c'était soi-disant c'était censé être le personnage qui allait reprendre toute la phase 4, tout le machin, ça allait être l'héroïne d'Avengers Endgame. Tu vois, elle arrive, elle fait rien, quoi. Tu vois, donc on la voit 10 minutes. Donc le truc, c'est qu'au bout d'un moment, t'as envie de dire, arrêtez avec vos effets d'annonce, arrêtez avec votre hypocrisie, arrêtez avec votre fonctionnement, tu vois. Mais pourquoi Je veux dire, alors, ils font je suis d'accord pourquoi, mais ce que je veux dire en fait, si tu veux, c'est qu'il faut quand même pointer ça du doigt. C'est-à-dire Bien que sûr. ce que j'entends par là, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, moi j'étais gêné parce que quand tu vois en fait la grille politique à 2 balles, hein, parce que j'ai même pas envie de dire politique parce que c'est pas politique, tu vois, c'est limite c'est de la politique de bac à sable, tu vois. Quand tu vois la grille politique à 2 balles là-dedans et quand tu vois comment les mecs ont fonctionné avec le personnage pendant toutes ces années, et tu te dis, mais en fait, je veux dire, arrêtez de pointer des doigts et arrêtez de machin. Juste faites des films de base, faites, tu vois, à la limite, j'ai presque envie de dire, faites comme Tomorrow War, vous prenez pas le choix, essayez de raconter quelque chose de, tu vois, je veux dire, continuez à faire vos cochonneries et puis c'est tout, quoi, tu vois. Et puis, parce que fondamentalement, il y a aussi ce problème, mais ça, on en a pas vraiment parlé. On a beaucoup parlé de la place du personnage, de la place du film dans le MCU, dans tous ces trucs-là, mais c'est encore un film où les scènes d'action elles ressemblent à rien, quoi. Je suis désolé, mais moi en fait la scène de poursuite là dans les rues de je sais pas quel pays, ville d'Europe de l'Est, de banlieue, tu vois, Budapest, tu vois, c'est encore un truc où tu te dis putain, vous avez 200 millions vraiment, vous avez vraiment 200 millions, parce que quand tu regardes Falcon et le soldat de l'hiver, t'as la même poursuite, tu vois. J'ai envie de te dire systémique. Ils ont tourné d'ailleurs également à Budapest. Tu te dis qu'en fait l'équipe qui a tourné Black Widow, elle a pas bougé, elle est restée à Budapest pour pouvoir faire les scènes d'action de Falcon. Non, mais bien sûr. Et sauf que en fait, si tu veux, il y a plus de distinction entre une série télé et un film que tu payes sur grand écran, tu vois. Petite distinction, il me semble, en fait, alors, le truc de Disney+, ce n'est que aux États-Unis. Hein. En France, ça sort direct. C'est pas en France, c'est dans les pays où la sortie est encore compliquée à cause des restrictions. Et aussi, notamment, en France, on peut pas le faire dans le sens où il y a la chronologie média. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc, on est obligé d'attendre 3 ans avant que ça débarque sur des plateformes et tout. Mais en tout cas, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, voilà, tu te retrouves avec encore un truc qui, fondamentalement, pour moi, la vraie porte de sortie du MCU, à mon sens, hein, et je pense que ça a commencé tout doucement, ça va être la plateforme Disney+. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le jour où ça marchera plus, là c'est pas le cas apparemment avec Black Widow pour l'instant, mais le jour où ça marchera plus, de toute façon ils pourront continuer sur Disney+ sans problème. C'est-à-dire qu'en fait ça sera une vraie porte de sortie. Ouais, effectivement, vu qu'ils ont industrialisé la création, et je dis ça ni en positif ni en négatif, juste comme un fait, ils ont industrialisé la création, c'est-à-dire que on parle toujours de Kevin Feige parce que c'est la figure de proue, mais la productrice je crois que c'est Victoria D'Alonso qu'elle s'appelle, elle est sur chaque film du MCU. T'as par exemple l'une des raisons pour laquelle toutes les scènes avec Black Widow de combat depuis le début sont très découpées. Pourquoi ? Parce qu'ils ont que 2 choix. C'est soit ils font du remplacement de visage, soit en fait ils cut pour pas qu'on voit que en fait c'est pas. Même si elle s'est entraînée, elle a fait du sport. Tu vois la différence entre Scarlett Johansson, qui est une actrice très bonne au demeurant, qui a fait du sport pour être au niveau, et Heidi Honeymaker, qui est sa cascadeuse, qui est une brutasse, mais juste une brutasse hallucinante, qui a inventé un langage de cascade qui est très intéressant, sauf qu'il est surdécoupé pour pallier au manquement du personnage principal. Et avec, en plus, en fait, à un moment donné, quitte à avoir du découpage et des machins comme ça, si tu veux, en fait, des scènes qui, à mon sens, en fait, ne sont même pas ingénieuses, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, t'as potentiellement un combat avec le Taskmaker, tu vois, qui n'aura pas lieu,
tu vois. T'as potentiellement, en fait, si tu veux, le truc où elles vont se bastonner, parce que t'as ça, en fait, t'as la scène où elles vont se bastonner avec 15 Black Widow, tu vois, si tu veux, qui sont endoctrinés, et tu te dis, ok, donc en fait, il y a peut-être un truc, en fait, à la Jackie Chan à faire, tu vois ce que je veux dire, où elle va essayer de leur mettre le gaz dans la tronche, en fait, pour les libérer les unes après les autres, et créer un espèce de truc, en fait, où ça pourrait être fun, en fait, que d'un seul coup, les meufs se réveillent et se rendent compte, et elles essayent de bloquer les autres qui les attaquent, tu vois, et d'un seul coup, tu te rends compte, tu rentrerais dans un système où t'as Black Widow qui se bat toute seule au début, puis elle endoctrine elle libère 2 personnes, qui vont se battre au bout d'un moment avec elle, etc., créer une espèce de truc marrant. Non, c'est juste un truc où une réaction en chaîne, et en fait, c'est juste un truc où, en fait, une fois qu'elles leur ont laté la gueule, tu vois, elle leur jette le truc dans la tronche. Et là, tu te dis, putain, mais en fait, vous avez même, il y a rien, il y a pas d'idée, c'est toujours les mêmes trucs. On sait tous justement que vu que c'est un système de production, en fait, les équipes en dehors des en dehors des réalisateurs qui changent, mais les réalisateurs de seconde équipe, c'est les mêmes, les cascadeurs, c'est les mêmes, les coordinateurs de cascade, c'est les mêmes, l'équipe qui fait les prévises, c'est The Third Floor depuis le tout début, donc ils ont un style forcément, et on sait qu'il y a plusieurs réalisateurs qui ont refusé de tourner des films des MCU quand on leur a dit non, tu t'occupes pas des scènes d'action. Maintenant on a dit beaucoup de mal, donc moi je voudrais aussi dire un petit peu de bien, parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont chouettes dans le film. Alors, j'ai parlé du sujet que je trouve très bien, et je trouve que les 30 premières minutes sont assez efficaces, en fait, quand ils racontent pas d'histoire, quand l'histoire avance. Et il y a un dernier truc que je trouve très bien, 2 derniers trucs. Le premier, alors je suis désolé, je ne sais pas comment on dit son nom à cette jeune femme, donc Florence Pugh, je dirais, qui est très bien. Elle est très bien. Qui incarne Yelena, donc la sœur. Tu parlais tout à l'heure de ce moment où elle se met à pleurer. Moi, il y a eu un autre moment comme ça où pareil, elle désacralise la hero pose. La position. Mais il y a cette discussion de sœur à sœur où elle lui dit j'ai imaginé ta vie. C'est une très jolie scène et elle la joue avec tout ce qui, en tout cas à mon sens, tout ce qu'il faut de justesse. Elle met de l'émotion entre 2 blagues pourries qu'on lui a imposées. C'est pas facile. Elle le fait superbement et c'était pour ça que je voulais arriver à ce dernier point que je trouve positif, c'est leur relation de sœurs. Autant les parents, mais c'est embarrassant de nullité, parce que vraiment, en fait, c'est 2 comiques, ils sont juste là pour faire des blagues de merde, et quand on te réunit la famille, attention, spoiler alert, on réunit la famille à la fin, ça va vous surprendre, c'est pas mérité, en fait, ça a pas été construit, alors que la relation des sœurs, je trouve qu'on a 2 actrices qui ont toujours bien joué. Alors, je connais assez peu Florence Pugh, par contre, j'ai bien suivi la carrière de Scarlett Johansson, c'est une super actrice. Et elle le rappelle à ce moment-là, je trouve. Il y a vraiment des moments entre ces 2 personnages qui fonctionnent comme de purs moments de jeu. T'oublies les 200 millions, je trouve, à ce moment-là. Et ça, je trouve ça cool. La scène avec le blouson, notamment, qu'elle lui transmet à la fin. Enfin, t'as ce vrai passage de relais très symbolique de ok, c'est elle qui va prendre la suite. Il y a plein de petits moments. En fait, les moments où elles sont toutes les 2 à l'écran, la plupart du temps, je trouve que ça fonctionne. Parce qu'ils ont réussi à... Justement, le MCU, on peut lui reprocher plein de choses, mais ils savent caster, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi à aller chercher quelques-uns des acteurs et actrices les plus impressionnants aujourd'hui. Et moi, je trouve que la réunion de ces 2 actrices, en fait, j'ai presque envie de dire, vous enlevez la famille, vous enlevez l'humour, vous enlevez les 200 patates, et vous les réunissez dans un film où, en fait, on fait juste un petit film d'espionnage qui coûte 40 millions, et ce film-là, j'ai tellement envie de le voir. Tellement. Mais il y a le système des studios aujourd'hui qui fait que tu dois mettre une cuillerée pour papa, une cuillerée pour maman, une cuillerée pour grand-père, une cuillerée pour grand-mère, qui fait que t'as plus des films, t'as des produits tellement calibrés. Et c'est d'ailleurs, moi, à mon avis, en fait, encore une fois, quand je dis que ça va passer sur Disney+, et que ça va se perpétrer là-dedans, en fait, pour moi, l'idée, c'est que de toute façon, comme on l'a dit, en fait, c'est aussi les gosses qui regardent ça, tu vois. Et c'est-à-dire que les gosses, en fait, si tu veux, en gros, ils peuvent apprécier, c'est pour eux, peut-être la plupart du temps, bon, la Black Widow, en l'occurrence, ça fait 10 ans qu'elle existe dans le MCU, mais c'est les seules représentations de ces héros-là. Donc, en fait, quelque part, en gros, sur Disney+, il y aura toujours la nouveauté du truc, le nouveau Marvel machin, où ça pourra marcher. Bon, là, en l'occurrence, il en est pas question, mais je pense qu'ils prennent doucement la porte de sortie avec ça, quoi. C'est très possible, dans la mesure où de toute façon c'est pensé comme une série télé, mais pas si tu veux, quand J. Michael Straczynski écrivait Babylon 5 il y a de ça presque 30 ans maintenant, il savait exactement ce qu'il faisait. Quand il y a une vingtaine d'années à peu près, Sean Ryan, le créateur de The Shield, a créé The Shield, à partir de la 4e saison, il s'est dit comment on va finir. Et donc il a commencé à petit construire sa fin. Le MCU, tu vois bien que le grand architecte Kevin Feige,
il fait du marabout, bout de ficelle, selle de cheval. Faut arrêter de déconner. C'est pas du tout construit. Puisque le seul rapport entre un film et le suivant, c'est la scène post-générique. La scène post-générique de celui-là, je vais pas vous la spoiler. Mais globalement, on va au moins pas spoiler ce truc-là, mais j'ai presque envie de vous dire que j'ai l'impression que c'est le fait d'un reshoot. On a repoussé le film, probablement que la scène post-générique aurait dû introduire Vendavision, puisque c'était la première série qui devait arriver. Tout a été bouleversé, le film est repoussé, 2 jours avec 2 acteurs dans un décor unique, hop, on change. Sauf que sans spoiler la scène, moi le problème en fait que j'ai avec cette scène, c'est que déjà d'un seul coup je me dis ah ouais mais en fait vous traitez ce personnage comme un idiot quoi. Déjà, c'est-à-dire que parce que tu sais déjà en fait, tu connais en fait toi en tant que spectateur, tu connais la réponse en fait, la direction dans laquelle c'est censé aller, tu sais déjà en fait qu'il y a un truc qui est faussé quoi. Et je vais pas spoiler, Clémence me regarde parce qu'elle a pas... Non, j'essaye de comprendre ton propos, mais je pense que vu tout ce qu'on a spoilé jusqu'ici, on peut en parler aussi peut-être ouvertement. Non, mais tout bêtement, en fait, je sais pas où ils vont aller avec ça, en fait, en vrai. Alors du coup, c'est pas toi, Julien, qui spoil, c'est moi qui spoil cette scène. Moi, je pense... mais en fait, en gros, il y a l'idée que de faire croire que, en fait, au personnage de Yelena, que le responsable de la mort de sa sœur, c'est Hawkeye, qu'on ne voit pas, c'est juste une photo, en fait, et en gros, c'est une manipulation, puisqu'on sait que c'est faux. Et ensuite, c'est une manipulation pour essayer de faire passer le personnage pour moi, en fait, ce que je ressors de cette scène, c'est je me dis, ok, donc vous prenez ce personnage pour un teubé, parce que si ça pose les enjeux dramatiques de la prochaine aventure de ce personnage, de Yelena, eh ben, en fait, il y a une partie du film en question, ou de la série en question, je ne sais pas, peu importe, en fait, de cette aventure, où elle va courir derrière Hawkeye pour lui péter la gueule. Alors que nous, en fait, ça fait 4 films qu'on sait que c'est faux. Tu vois, donc le truc, si tu veux, c'est que pour moi, rien que ça, j'ai envie de dire, oh là là. C'est aussi une première, je crois, dans le MCU, c'est de faire, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est une scène post-générique qui introduit une série télé, pas un film. Ouais, effectivement, ça introduit la série Hawkeye qui devrait sortir à la fin de l'année, et dans laquelle Yelena va apparaître. Mais effectivement, excuse-moi, fini. Non, mais voilà, je ne sais pas, il n'y a pas d'infos pour l'instant sur le synopsis, enfin, j'en ai pas vu, donc je ne sais pas si elle va lui courir après, si... Là, je rejoins totalement ce qu'a dit Stéphane, c'est-à-dire que lui comme moi, nous avons quand même une expérience de scénariste. Ça veut pas dire qu'on a raison, hein, peut-être qu'on se trompe tous les deux, mais ce que tu vois dans la scène, c'est globalement, ok, la série va lancer 2 protagonistes opposés, puisque c'est le MCU, à la moitié de la série à peu près, ils vont devenir potes, et se tourner vers la vraie menace qui est représentée par ce nouveau personnage qu'on voit dans cette scène-là et dans une autre scène. Il a vraiment pas envie de spoiler. Manifestement, Florence Pugh apparaîtra comme actrice récurrente dans la série, mais pas comme actrice principale. Il y a tout un autre cast. Ça sera l'antagoniste, tu vois. Enfin bon, bref, tout ça pour dire qu'on sait pas où ça va, mais en attendant, en fait, si tu veux, pour moi, le problème de ce personnage-là, c'est que cette scène m'indique en fait qu'elle est un peu crédule, et comme en fait ça fait un peu tout un film où on m'explique qu'elle est crédule et que normalement elle est censée avoir évolué quand même, tu vois, du début du film jusqu'à la fin du film, je me dis putain, c'est pas difficile hein, de la faire changer de bord, tu vois, de nouveau de la faire retomber dans ses vieux travers, tu vois. Donc c'est des trucs comme ça, mais ça participe du surplace, c'est-à-dire ça participe encore une fois d'un truc où les mecs à un moment donné ils savent pas trop quoi faire avec leur perso. En vrai il y en a 2-3 persos, comme je disais, Captain America c'est à peu près fait, tu vois, c'est à peu près calé. L'autre, c'est le gros port russe, tu vois. L'autre, c'est, tu vois, enfin, donc au bout d'un moment, c'est, tu vois, enfin, c'est, faites ce que vous voulez. Allez, de toute façon, on boucle. Voilà, en tout cas, moi, je terminerai en disant que, globalement, le MCU a cet avantage-là, c'est que, vraiment, quand Scorsese disait que c'était pas du cinéma, ça a déclenché un tollé. Et en fait, je veux pas parler à la place de Scorsese parce que je suis pas exactement Scorsese, mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est ce n'est pas du cinéma façon gastronomique. Là où, en fait, le MCU est du McDo. Tu sais exactement quel goût ça va avoir, quel que soit l'endroit où tu vas retrouver tes petits. Et puis, en fait, tu peux pas comparer ça à de la gastronomie. Ce n'en est pas. Mais tout le monde aime bien se taper un McDo de temps en temps. Ça a beau pas être bon, c'est bon quand même. Donc l'avantage qu'ils ont... Sauf que le super-héros, ça peut être de la gastronomie, c'est ça le problème. Oui, ça pourrait être, mais voilà, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Je leur reproche pas, une fois de plus, ils font un truc qui cartonne. Donc ils ont fondamentalement trouvé une formule aujourd'hui qui plaît, on ne peut pas l'enlever. Donc je me dis globalement, avec ce film-là, c'est comme tous les films du MCU, il y a un bon tiers qui va trouver ça mortel, un bon tiers qui va dire « ouais, ça passe », et puis un bon tiers qui va dire « c'est vraiment de la merde ». En fait, votre camp, vous le connaissez déjà. Quelle parfaite conclusion. J'ajouterais un mot quand même, parce que c'est un détail, mais pas tant que ça. C'est le tout premier film du MCU réalisé par une femme en solo. 13 ans après le lancement de la franchise,
il était temps, donc on va rappeler son nom, c'est Kate Shortland. Et elle a fait un boulot de merde, je suis désolé, mais tu vois, c'est pas pour voilà, mais bon, elle a fait un boulot, elle a passé les plats quoi, comme tous les autres en fait, tu vois. Donc, tu sais, moi je pense, à part le nom au générique, ça change rien en fait, en vrai, si tu veux justement que ce soit une femme ou un homme, ici juste qu'ils ont besoin de ça pour leur truc à eux quoi. Moi je peux pas voir autre chose que de l'hypocrisie en fait là-dedans. Vraiment, je peux pas voir autre chose que l'hypocrisie. D'ailleurs, en fait, tu vois, il y en a une qui va arriver après, c'est Chloé Zhao, tu vois, sur Eternals, tu vois. Mais pour moi, ce n'est que, voilà, tu vois, ils avaient ce problème-là sur Captain Marvel. Donc ils se sont dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait, tu vois, hop, ils ont pris une femme et un homme, si tu veux, un couple qui travaille ensemble. Mais le truc, si tu veux, c'est que voilà, ça participe de tout le truc générique où si on fait un film sur des Mexicains, il faut que ça soit un Mexicain. Si on fait un film sur des Noirs, il faut que ça soit des Noirs. Je comprends pas. C'est un truc qui me dépasse. C'est-à-dire, moi, je pense que tu peux avoir l'empathie, tu vois, dans un sens comme dans l'autre. Dans le même sens, tu vois, j'empêcherai absolument pas. Enfin, je vois pas pourquoi on empêcherait une femme de réaliser un film sur des hommes. Donc, tu vois, à partir de cela, mais voilà. Donc, en fait, si tu veux, c'est que tout ça, ce n'est que des trucs pour des grilles politiques de bac à sable, de maternelle. Ça s'arrête là. Je pointe simplement le fait que était temps que ça arrive. Ça fait 13 ans que il était temps que les mecs se réveillent, tu vois. Enfin, oui. Tellement pété ma belle conclusion, quoi. Voilà, je l'avais bossé et tout, quoi. Bon, bah tant pis, quoi. On va retenir ta conclusion parce que c'est vrai que voilà. Et si vous voulez vous faire votre propre avis sur Black Widow, si vous ne savez pas encore dans quelle catégorie vous vous placez finalement, est-ce que vous allez adorer, est-ce que vous êtes oui bon ok, ou est-ce que vous pensez que c'est de la merde, allez le voir, il est sorti en salle le 7 juillet. Et vous en pensez quoi? Si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, on veut tout savoir. Dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, retrouvez-nous sur Messenger, enregistrez un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, merci pour vos avis éclairés. Merci Clément. À toi, merci à tous. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. On continue à grandir grâce à vous et on a encore des surprises en stock. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés, parler de nous à vos amis, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.